Le premier cri n'était pas humain. Il transperça le silence matinal comme une lame à travers un tissu déchiqueté et rêche, déclenchant une réaction en chaîne dans le paisible quartier de Willow Bend. Les alarmes des voitures sonnèrent, les rideaux bougèrent, les chiens aboyèrent en réponse. Le son provenait de derrière un portail en fer noir, au fond d'une cour latérale bien entretenue de Maple Lane, où un grand berger allemand, massif et tremblant, avait coincé sa tête entre deux barreaux étroits et ne parvenait pas à se libérer. Le métal mordait son cou poilu, écorchant la peau à chaque fois qu'il se retirait de panique. Il hurla de nouveau, un son qui fit grimacer les gens. Une patte griffa le béton, l'autre poussa inutilement la clôture. De la mousse coulait de ses mâchoires, ses yeux écarquillés de peur, sa queue repliée si fort qu'elle disparaissait sous lui. Ce n'était pas un cri de rage ou de menace, mais un cri de désespoir. Quelques minutes plus tard, les portes d'entrée s'ouvrirent. Monsieur Callahan, retraité du génie civil depuis 10 ans, traversa la rue d'un pas rapide, son pyjama en flanelle rentré dans ses chaussettes et son téléphone à la main. Derrière lui, Zach Morale, 17 ans, toujours en sweat à capuche et pantoufles, traversait la pelouse en trottinant. Il avait déjà mangé la moitié de ses céréales lorsqu'il entendit le bruit. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-il, les yeux fixés sur la scène. « Il est coincé ?» Le chien sursauta de nouveau, heurtant le portail de son épaule avec un bruit métallique et séhurant. La clôture trembla, mais tint bon. Zach s'agenouilla, la voix basse. « Doucement, mon garçon, tu vas bien. » Il tendit la main, paume vers le bas et ferme, comme les vidéos de vétérinaires le lui avaient appris. Monsieur Callahan s'approcha, plissant les yeux à travers ses lunettes. « Il est bien coincé là-dedans. »« J'appelle la protection animale, » dit-il, mais le téléphone tremblait dans sa main. Les voisins commencèrent à se rassembler. Une femme en peignoir apporta du liquide vaisselle, quelqu'un d'autre réclama un coupe-boulon, un autre encore proposa une bouteille d'eau. Les suggestions fusèrent, aucune n'étant utile. Le chien refusait toute aide, il ne comprenait pas. Chaque fois que quelqu'un touchait les barreaux, il se débattait plus fort, chaque tentative pour le calmer ne faisait qu'accroître sa panique. Un monospace bleu ciel garait son moteur au ralenti. À l'intérieur, Rachel Quinn s'était retournée une seconde pour prendre le biberon de son enfant. Ce moment avait suffi, la porte coulissante était restée entr'ouverte, et Harper, 18 mois et curieuse comme toujours, en était sortie. Elle trottinait maintenant dans l'herbe, ses petites baskets silencieuses sur le sol, son pyjama bleu ondulant au vent. Personne ne la remarqua jusqu'à ce qu'elle soit presque arrivée au portail. Un cri de surprise parcourut la foule. « À qui est ce bébé » aboya Monsieur Callahan. Le cœur de Rachel battit à tout rompre. « Harper » cria-t-elle en ouvrant la portière de la voiture, mais Harper ne s'arrêta pas. Elle atteignit la clôture et s'assit, les genoux soigneusement repliés. Elle était à peine à 60 centimètres de la tête du chien coincé, ses mains agrippaient le fer froid et ses yeux bleus, grands et fixes, étaient fixés sur le berger affolé, dont la poitrine se soulevait comme un moteur mourant. « Non » murmura quelqu'un. « Oh mon Dieu, non, ramène-la. » Le chien se figea d'un coup. Son halètement ralentit, ses muscles contractés se relâchèrent, ses oreilles plaquées contre son crâne se relevèrent légèrement. Il cligna des yeux et se concentra, comme s'il voyait Harper pour la première fois non pas comme une menace, ni même comme un humain, mais comme quelque chose qui lui échappait totalement. Harper ne broncha pas. Elle gloussa le genre de joie pure et sans filtre que seuls les tout-petits peuvent éprouver, forte et pure, dénuée de toute peur. Sa main traversa les barreaux, ses doigts doux effleurant le museau du berger. Le chien expira pas un aboiement, pas un grognement, juste un long souffle tremblant qui semblait emporter toute trace de panique. Sa queue frappa le sol. Il se pencha en avant, pressant son museau contre le fer froid où Harper appuyait maintenant son front. Tous deux formaient une étrange sculpture immobile de paix au milieu du chaos. Personne ne bougea, les téléphones cessèrent d'enregistrer. Monsieur Callahan s'avança en murmurant « Attends, attends ». Le berger ne broncha pas lorsque Zach s'approcha, ne sursauta pas lorsque la barrière vibra légèrement. Harper resta immobile, sa petite main toujours posée sur la fourrure du chien.
Zach s'agenouilla de l'autre côté, plaçant lentement une main sous le menton du berger et l'autre derrière sa tête. « Doucement, mon pote, laisse-moi. » D'une torsion, d'un mouvement de va-et-vient et d'une légère traction, la tête du chien se libéra. La foule émit un son qui n'était pas vraiment des acclamations, mais plutôt le souffle que tout le monde retenait, enfin libéré d'un coup. Le berger allemand recula en titubant, puis se stabilisa. Il regarda autour de lui non pas les gens, ni le portail, mais directement Harper. Il marcha droit vers elle, sans aboyer, sans se précipiter. Il baissa simplement la tête et la pressa contre sa poitrine, la caressant doucement. Harper poussa un cri de joie et entoura son cou de ses deux bras. Rachel les rejoignit quelques secondes plus tard, tombant à genoux, les bras autour d'Harper, mais ses yeux étaient rivés sur le chien. Elle aurait dû être terrifiée, n'importe quelle mère l'aurait été, mais ce qu'elle vit n'était pas un danger, c'était une connexion, quelque chose d'ancien et de sacré. Le chien lécha une fois la joue d'Harper, puis s'assit à côté d'elle, la queue balayant l'herbe. Quelques personnes applaudirent, d'autres pleurèrent, d'autres encore restèrent bouche bée. Ce n'était pas seulement le sauvetage, c'était la façon dont le berger s'était dissipé dès l'arrivée d'Harper. C'était la façon dont il l'avait lâché, la façon dont elle avait su où aller, comme si sa seule présence lui avait rappelé quelque chose qu'il avait perdu et dont il se souvenait enfin. Rachel baissa les yeux vers Harper et le berger, la main posée sur le dos du chien. « Tu veux venir avec nous » murmura-t-elle, plus à l'air libre qu'à quelqu'un en particulier, mais le berger leva les yeux, soutint son regard et ne le quitta pas. Plus tard dans la nuit, Rachel se retrouva à fixer le babyphone d'Harper, observant sa fille dormir avec un chien silencieux blotti à ses pieds, protecteur. Au plus profond d'elle-même, une question persistait, qui a sauvé qui? Au matin, la vidéo avait déjà fait la une des journaux locaux. Avant même que le petit déjeuner ne soit débarrassé et que le café ne refroidisse sur les balustrades de la véranda, des dizaines d'inconnus avaient regardé la vidéo d'un jeune enfant assis calmement devant un berger allemand pris au piège et paniqué. À midi, la vidéo atteindrait le million de vues. Mais à 8h13, dans la cuisine silencieuse de la famille Quinn, Rachel était figée devant son téléphone, regardant la vidéo pour la 7e fois. Ce n'était pas la foule qui la hantait, ni la peur qu'elle avait ressentie en voyant Harper accroupi devant le portail, mais le silence, l'instant où le berger désormais simplement appelé Echo par les secours s'était tu, la façon dont il avait regardé sa fille, non seulement avec reconnaissance, mais avec quelque chose de plus profond, d'ancien, comme un souvenir. Harper était assise à côté d'elle dans son siège rehausseur, écrasant des chariots dans ses mains et fredonnant une chanson qu'elle seule connaissait. Quand Rachel tendit la main par-dessus la table pour essuyer une miette de sa joue, Harper esquissa un large sourire, comme si elle n'avait pas traversé le feu et en était ressortie indemne. Echo avait été emmené à l'hôpital vétérinaire de Sagepoint peu après le sauvetage. Un jeune ambulancier avait passé quelques appels, un refuge local avait envoyé une camionnette de transport, et le docteur Lina Patel, la vétérinaire de garde, était resté tard pour évaluer son état. Rachel a appelé la clinique 2 fois avant midi, à chaque fois, la réceptionniste l'a poliment informé qu'Echo était stable mais en cours d'examen, et qu'aucune visite n'était autorisée pour le moment. Cette réponse ne lui a pas plu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Zach Morale était assis dans sa chambre encombrée, en train de monter des images. Son ordinateur portable ronronnait sous le poids des onglets ouverts, des logiciels de montage et d'une légende à moitié écrite, un bambin calme, un chien pris au piège d'un simple geste. Vous n'imaginez pas ce qui se passe ensuite. Cela semblait vulgaire, abusif, mais aussi vrai. Il parcourut les images en arrière, ralentissant le moment où Harper tendit la main, image par image, jusqu'à ce que le chien baisse la tête et ferme les yeux. Quelque chose dans cet instant fit frissonner la nuque de Zach. En bas, sa mère lui cria quelque chose à propos du nettoyage du garage. Il l'ignora, ses doigts s'affairant sur les touches, téléchargeant la vidéo, vérifiant les métadonnées, les géolocalisations, tout ce qui pouvait identifier le chien. Il ne comprenait pas pourquoi c'était si important, seulement que si. À la clinique, Echo refusa de manger sans violence, simplement en silence. Son bol resta intact, son regard vif mais distant, se tournant vers la fenêtre dès que quelqu'un passait.
Le docteur Patel nota ses constantes, la rougeur qui s'estompait autour de son cou, la légère inflammation derrière ses oreilles. Pas de puce, marmonna-t-elle en annotant le dossier, pas de collier, pas de tatouage, juste des cicatrices. Mais à sa façon de se déplacer délibérée, hyper consciente, sa posture équilibrée même dans l'immobilité, il était clair qu'il avait été dressé, non seulement par quelqu'un de patient, mais aussi par quelqu'un de protocolaire. Elle avait déjà observé cela chez des chiens militaires, ceux qui ne répondent qu'à une seule voix, un seul ordre, une seule âme, et lorsque cette âme disparaît, ils dérivent, perdus, sans permission de pleurer. Plus tard dans la journée, Rachel prit Harper dans ses bras et entra dans la salle d'attente de Sagepoint. Elle n'avait pas de rendez-vous, elle n'a pas attendu, dit-elle au jeune technicien à l'accueil, les petits bras d'Harper enroulés autour de ses épaules, la joue posée sur la clavicule de Rachel. Je veux juste qu'elle le voie. Le technicien secoua doucement la tête. Il est encore en phase d'adaptation. Nous n'autorisons pas les contacts non supervisés, son tempérament n'a pas été évalué. Rachel s'apprêtait à protester lorsqu'une voix l'interrompit dans le couloir. C'est la fille? Le docteur Patel se tenait en tenue d'hôpital, un bloc-notes sous le bras, le regard fatigué, curieux mais pas méchant. Elle s'avança lentement, s'agenouilla à la hauteur d'Harper et lui tendit une main gantée. Harper l'observa, puis rit. C'est elle, dit Rachel doucement, celle de la vidéo. Le docteur Patel se leva. Il n'a pas mangé, il bouge à peine, sauf si quelqu'un marche. Devant la fenêtre, il attend quoi, je ne sais pas. Le vétérinaire a répondu, peut-être la chose qui lui a rappelé qui il était. Ils n'ont pas laissé Harper entrer dans le chenil, mais ils l'ont laissé regarder par la fenêtre d'observation. Echo était recroquevillé sur le tapis, le nez pressé contre le sol, les yeux ouverts et immobiles. Rachel porta Harper jusqu'à la vitre. Au début, rien ne changea. Puis la tête d'Echo se releva, ses oreilles se redressèrent. Il se leva, pas brusquement, mais résolument. Il traversa la pièce, s'arrêta devant la fenêtre et s'assit. Harper leva la main et la posa à plat contre la vitre. Echo fit de même avec sa patte. Le technicien halta. Le docteur Patel se tourna vers Rachel. Vous avez dit qu'elle l'avait touché à la porte? C'était la première, murmura Rachel. La seule. La queue d'Echo frappa une fois. Zach a mis en ligne la vidéo avec un nouveau titre, Echo, le chien qui a attendu. Au matin, sa boîte mail était remplie de commentaires, de partages et d'un message complètement différent, un message de la veuve d'un vétéran du Montana, reconnaissant la cicatrice sur le museau du chien. Son mari, le caporal Elia Reed, avait servi avec un berger allemand nommé Echo. Elia était mort 2 ans plus tôt dans une explosion à l'étranger. Son chien avait disparu le lendemain. Maintenant, Echo était assis dans un hôpital vétérinaire, regardant une petite fille à travers une fenêtre, attendant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, un chez-soi. Il y avait quelque chose dans le silence qui troublait le docteur Patel plus que n'importe quel aboiement ou grognement. Echo avait passé 2 jours entiers dans le chenil d'observation, et même si l'inflammation autour de son cou s'était atténuée et que ses fonctions vitales étaient restées stables, il n'avait pas encore touché une seule bouchée de nourriture. Il ne faisait pas les 100 pas, ne gémissait pas, ne dormait pas profondément. Il observait simplement et attendait. Elle gardait les lumières tamisées dans sa section et le bruit à un niveau bas, pas d'aboiement de chien à proximité, pas de cliquetis de chariot métallique. Pourtant, rien ne suscitait de réaction. Sauf les moments où Harper revenait. Chaque fois que Rachel amenait le petit à la fenêtre, Echo se levait et s'approchait, sans frénésie ni urgence, simplement avec un calme étrange et respectueux. Comme si un vieil instinct le tirait vers l'avant, comme si la fille était un phare et lui un navire perdu depuis longtemps dans le brouillard. Rachel avait cessé d'essayer de l'expliquer. Il n'y avait aucune logique à la rapidité avec laquelle Harper avait calmé le chien ni au fait qu'il ne réponde qu'à elle, mais il était indéniable que quelque chose d'invisible les liait tous les deux, quelque chose qu'aucun des deux n'avait choisi, mais qu'aucun des deux ne pouvait nier. Zach ne pouvait pas s'en passer. La vidéo était devenue virale, avec plus de 2 millions de vues et des demandes d'interviews dans les médias nationaux.
Mais il ne courait pas après les « j'aime », il cherchait autre chose, le « pourquoi ». Il n'arrêtait pas de rejouer le moment où Echo s'était détendu, image par image, et chaque fois qu'il l'arrêtait à la seconde exacte où Harper touchait le nez du chien, il ressentait la même sensation dans sa poitrine, un serrement comme s'il se tenait au bord d'une révélation juste hors de portée. Le courriel du Montana l'avait surpris. Une femme nommée Helen Reed avait envoyé un message aux mots tremblants et accompagné de photos. « C'est Echo », a-t-elle écrit. « Le partenaire de mon mari. Il a disparu après les funérailles d'Elia. » Zach avait regardé la photo prise en Afghanistan, la même oreille entaillée distinctive, la cicatrice le long du museau, la posture calme et alerte, un harnais K9 à peine visible. Il l'avait montré à Rachel, qui l'avait montré au docteur Patel, qui avait immédiatement décroché le téléphone. Ils ont été retrouvés à l'unité canine du ministère de la Défense en quelques heures. Les dossiers l'ont confirmé, matricule 617 EK, berger allemand mâle, nom de service Echo, retraité et rapatrié après la mort d'Elia Reed à Kandahar, jugé inadoptable en raison de son comportement imprévisible, confié à un gestionnaire local de contrats de sécurité privée. La licence de ce maître-chien avait expiré 3 mois plus tard. Aucun suivi supplémentaire jusqu'à présent. Le refuge où Echo avait été emmené après l'incident de la porte de fer avait déjà entamé des procédures d'adoption préliminaires, qui ont été immédiatement gelées une fois que la désignation militaire a fait surface. Echo n'était pas seulement un chien de sauvetage, c'était une propriété du gouvernement, du moins sur le papier. Mais pour Harper, il représentait quelque chose de bien plus simple et de bien plus profond, il était son chien. Le docteur Patel a enfreint le protocole et a autorisé l'enfant à s'asseoir à l'intérieur du chenil, un après-midi tranquille. Elle a donné à Rachel des gants, une liste d'instructions et un banc sur lequel s'asseoir à au moins 1,20 m. Mais Echo ignora tout cela. Il traversa l'espace, lentement et délibérément, et s'allongea à côté d'Harper sans hésitation. Elle enroula ses doigts dans sa fourrure et posa sa joue contre son épaule. Personne ne dit un mot pendant près de 10 minutes. Puis, doucement, Harper murmura quelque chose qui coupa le souffle à Rachel, « Il n'a plus peur maintenant. » Le vétérinaire leva les yeux. « Qu'a-t-elle dit » répéta Rachel, les yeux humides. C'était vrai. La tension qui submergeait autrefois Echo, telle une électricité statique, s'était dissipée. Sa respiration était régulière, sa posture n'était plus hyper-alerte, mais présente, entière. Mais quelque chose a changé le lendemain matin. Zach, toujours à la recherche de l'origine de la disparition d'Echo, avait trouvé un article de presse local datant de 16 mois, à peine remarqué à l'époque, concernant un berger allemand retrouvé près d'un centre de formation de sécurité abandonné, près de Maricopa. Le chien était émacié, balafré et nerveux. Des voisins ont rapporté avoir entendu des cris la nuit. Le propriétaire avait disparu plusieurs jours avant l'arrivée des services de protection animale. L'adresse correspondait à celle du maître-chien figurant sur le dernier dossier d'Echo. Le docteur Patel a réexaminé les types de blessures, les cicatrices, la tension musculaire au bruit fort, le sursaut au contact des côtes. Ces blessures ne provenaient pas du déploiement, mais de la vie quotidienne. Elle n'en a rien dit à Harper. Elle n'en a rien dit à Rachel non plus. Certaines vérités n'étaient pas encore prêtes à être révélées au grand jour. Mais elle a ajouté un nouveau détail au tableau d'Echo, le sujet affiche un fort comportement protecteur envers les mineurs. Il est recommandé de ne pas le séparer. Rachel a reçu l'appel l'après-midi même. Nous autorisons un placement en garde temporaire, a expliqué le docteur Patel, en pesant chaque mot. Ce n'est pas une adoption définitive, pas encore, mais il est plus en sécurité chez vous que partout ailleurs pour le moment. Rachel resta silencieuse un long moment, puis, il l'a déjà choisi, tu sais. Je sais, répondit Patel. Maintenant, le système doit rattraper son retard. Cette nuit-là, Echo était allongé au pied du lit d'Harper, les oreilles frémissantes chaque fois que la maison s'affaissait ou que le vent secouait les branches. Il ne dormait pas profondément. Mais quand Harper se remuait dans ses couvertures et murmurait son nom dans son sommeil, il ferma les yeux et laissa sa respiration s'harmoniser avec la sienne. Et quelque part au plus profond de ce corps meurtri,
Echo se souvint du rythme d'un cœur non guidé par un ordre, mais par la confiance. Et il finit par s'endormir. La fièvre est arrivée au milieu de la nuit, sans prévenir et sans pitié. Rachel avait embrassé sa fille pour lui souhaiter bonne nuit, comme toujours, une joue douce, un souffle chaud, un « je t'aime » murmuré dans ses boucles désordonnées. Mais à 2 heures du matin, cette chaleur s'était transformée en chaleur, brûlante et dangereuse, et Harper était allongé immobile sous ses couvertures, les lèvres entr'ouvertes mais silencieuses, la peau rouge et humide comme celle d'un enfant pressé contre le soleil. La voix de Rachel, aiguë et paniquée, avait brisé le silence de la maison tandis qu'elle cherchait à tâtons le thermomètre, puis les clés de la voiture, puis la ligne d'admission de l'hôpital. Echo avait tenté de le suivre, poussant du nez la porte d'entrée, marchant en lignes irrégulières tandis que Rachel portait le corps inerte d'Harper dans la nuit. Son regard suppliait, ses oreilles étaient basses. Mais l'hôpital avait des règles, pas de chiens, même pas des chiens comme lui. Harper fut admise avec une fièvre fulgurante sans cause connue. Elle ne réagissait pas aux voix, ne clignait pas des yeux, ne serrait pas les doigts de l'infirmière et ne tressaillait pas sous l'injection. Elle flottait simplement là, mais pas là, comme si son esprit s'était réfugié derrière une porte verrouillée dont personne n'avait la clé. Rachel était assise à son chevet, la main enroulée autour de celle, plus petite, de Harper, suppliant les moniteurs de lui redonner espoir. Mais le bip était lent, mécanique, indifférent. À travers la ville, dans une cage chez l'animal. Clinique où le docteur Patel lui avait proposé de l'héberger temporairement, Echo perdait le contrôle. Son corps heurtait violemment les parois du chenil, ses griffes raclaient l'acier à vif, et il refusait toute gamelle de nourriture ou d'eau. Lorsque le personnel tenta de le réconforter, il grogna non pas par violence, mais par une impression plus profonde, une sensation de perte. Tout son corps trembla, et plus d'une fois, il se tourna vers la porte, le regard exaspéré, comme s'il sentait que quelque chose de sacré lui échappait et qu'il n'était pas là pour l'en empêcher. Rachel résista jusqu'à la 2e nuit. Harper n'avait toujours pas bougé. Sa fièvre s'était stabilisée, mais pas tombée, ses lèvres restaient muettes, son visage inexpressif. Les médecins parlaient à voix basse, utilisant des termes comme réaction neurologique et mutisme psychosomatique, mais Rachel ne s'intéressait pas aux explications cliniques. Elle voulait récupérer sa fille. Alors, juste avant l'aube, tandis que les infirmières effectuaient la rotation des équipes et que les couloirs de l'aile pédiatrique étaient plongés dans un silence presque total, Rachel a laissé un message vocal au docteur Patel, composé de seulement 4 mots, « Je vais le chercher à 6h30 ». Elle était de retour à l'hôpital, son manteau zippé bien haut, la laisse d'Echo enroulée autour de son poignet et ses yeux défiant quiconque de l'arrêter. L'agent de sécurité leva brièvement les yeux, mais ne dit rien. Peut-être était-ce dû à la façon dont Echo se déplaçait silencieuse, déterminée, chaque pas un murmure de protection ou peut-être à l'expression féroce et inflexible de Rachel. Quoi qu'il en soit, personne ne leva la main lorsqu'elle poussa la porte de la chambre d'Harper. À l'intérieur, la lumière était faible, l'air chargé d'antiseptiques et de trop de prières restait sans réponse. Harper était allongé exactement comme Rachel l'avait laissé, la poitrine gonflée et lente, à peine au même rythme, les yeux ouverts mais dans le vague. Echo s'arrêta sur le seuil, puis, tel un soldat retournant à son poste, il s'avança. Sans hésitation, sans un bruit. Il s'approcha du lit avec révérence, sans sauter ni faire les 100 pas, mais se laissant lentement tomber sur le carrelage à côté du matelas. Rachel s'agenouilla près de lui, les larmes coulant déjà avant même qu'elle ne réalise qu'elle pleurait. « Va vers elle » murmura-t-elle. Echo s'avança jusqu'à ce que sa tête soit au niveau de l'épaule d'Harper, puis pressa doucement son museau contre le drap, suffisamment près pour sentir son souffle, même à peine. Pendant de longues secondes, rien ne changea, puis Harper bougea. Pas grand-chose, juste un mouvement de tête, un léger mouvement des doigts. Mais sa main glissa latéralement vers l'oreille d'Echo, elle la trouva à l'aveuglette, ses doigts cherchant avec la mémoire musculaire plutôt qu'avec la vue, et y posa sa paume, légère et tremblante. Rachel haleta. Echo ne bougea pas. Puis vint le mot ou un mot doux, inarticulé, à peine audible à travers les lèvres gercées et la gorge sèche. Mais il rompit le charme, Echo.
Ce n'était pas fort, ce n'était même pas clair, mais c'était réel. Les moniteurs s'accélérèrent. Le rythme cardiaque d'Harper s'accéléra, ses paupières battirent violemment. Une infirmière entra en courant, surprise par les alarmes, puis se figea en constatant le changement. Echo, la tête toujours sur le lit, la queue immobile, les yeux clos, restait parfaitement immobile, comme pour empêcher sa vie de s'envoler davantage. L'infirmière ne dit rien, elle recula. Ce soir-là, les médecins ont interprété cela comme un stimulus psychologique positif. Rachel se fichait du nom qu'on lui donnait. Ce qui comptait, c'était qu'Harper parle, ce qui comptait, c'était qu'Echo soit là. Ils l'autorisèrent à rester cette nuit-là. Echo resta auprès d'Harper, il ne mangea ni ne but, il respira simplement à ses côtés, en rythme, comme s'il synchronisait le rythme de sa guérison avec celui de son propre cœur. Rachel était assise à proximité, une main sur le dos d'Echo, l'autre autour de celle d'Harper. Dans le silence, pour la première fois depuis des jours, elle se laissa aller à croire qu'il se retrouverait pas entier, pas indemne, mais vivant. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la chambre d'hôpital, de doux rayons ambrés, perçant le silence comme un murmure de pardon. Harper s'agitait sous sa couverture de coton non plus pâle et immobile, mais aux joues roses et respirant régulièrement, ses paupières battant comme si elle se préparait au jour où elle les rouvrirait et, cette fois, resterait présente. Rachel était assise à côté d'elle, une main délicatement enroulée autour de celle de sa fille, les yeux fixés non pas sur les écrans ni sur les dossiers accrochés au pied du lit, mais sur Echo. Il n'avait pas bougé depuis des heures, allongé sur une couverture pliée près du lit, son corps serré contre lui sans le toucher, mais suffisamment près pour qu'Harper puisse sentir sa chaleur si elle tendait à nouveau la main. Elle n'avait pas prononcé son nom depuis cette nuit-là, mais elle n'avait pas besoin de le faire, la pièce était pleine de son écho. Le docteur Patel entra discrètement, son bloc-notes sous un bras, l'autre portant une petite pile de papier. Elle resta silencieuse au début, elle observa simplement le silence avec une expression que Rachel n'avait vue que quelques fois auparavant, une révérence tempérée par la réalité. « J'ai soumis la pétition, dit-elle, déposant enfin les papiers sur le rebord de la fenêtre pour désigner Echo comme chien de soutien émotionnel et de thérapie certifié, en vertu du code d'exception pédiatrique 12B. J'ai fait tout mon possible. » Rachel cligna des yeux. « Tu crois que ça va passer ? » « Je pense, » répondit le docteur Patel avec un sourire rare, « que si ce n'est pas le cas, j'irai moi-même voir la presse. »« Mais oui, je le crois. Le conseil médical a déjà vu les images, ils savent ce qu'il a fait ici. Plus important encore, ils savent que Harper ne serait pas là, aussi éveillé, aussi calme, sans lui. » Rachel regarda Echo, qui leva alors la tête, clignant lentement des yeux vers le docteur Patel comme s'il comprenait chaque mot. « Tu entends ça, mon garçon ? » murmura-t-elle. « On dirait que tu as du travail. » Hors de l'hôpital, le monde avait commencé à basculer. La vidéo de Zach, intitulée « La fille et le chien qui se souvenaient », avait été mise en ligne 2 jours plus tôt, mais elle avait déjà dépassé les 3 millions de vues. Montés avec soin, ils racontaient leur histoire, non seulement le sauvetage, mais aussi la connexion. Les anciennes images d'Echo, chien canin en formation, la clôture, la peur, la main douce d'un enfant qui ne bronchait pas, Harper murmurant son nom, Echo montant la garde tel un chevalier en fourrure et en muscles, et enfin l'image silencieuse d'eux allongés côte à côte, en train de guérir ensemble. La réaction du public a été formidable, les messages ont afflué de vétérans regrettant leur chien d'assistance, de parents d'enfants souffrant de TSPT, d'inconnus vivant dans des villes dont Rachel n'avait jamais entendu parler. Les dons ont afflué vers une fondation locale pour les animaux de thérapie traumatique, et Echo est devenu le visage inattendu d'un événement plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer. Zach, quant à lui, s'est retrouvé à la radio nationale en moins d'1 semaine. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, sa boîte mail était remplie de demandes d'interviews, d'offres d'interviews, et même d'un appel d'un producteur de documentaires. Mais c'est le courriel de l'école de journalisme de l'Université de l'Oregon qui l'a fait réfléchir, une bourse complète attribuée non pas en fonction des notes ou des résultats aux examens, mais de l'impact. Vous avez raconté une histoire qui a redonné aux gens quelque chose qu'ils ignoraient avoir perdu, avait écrit le doyen.
Lorsqu'il passa à l'hôpital pour annoncer la nouvelle, Harper était resté éveillé assez longtemps pour sourire, les doigts emmêlés dans la fourrure d'Echo. Rachel pleura pour la 3e fois cette semaine, et Echo, qui n'avait jamais aimé les appareils photo, laissa Zach prendre une seule photo de 3. Les semaines passèrent. Harper reprit des forces, son pas s'assagit. Elle se remit à fredonner doucement d'abord, puis plus fort, et enfin avec de petites touches de chansons inventées sur le soleil, les chiens et les rêves. Rachel signa les derniers papiers d'adoption d'une main tremblante et d'un stylo. Echo essaya de manger, la communauté organisa une petite fête sur la place du village, rien de clinquant, juste des voisins et des infirmières, un gâteau maison et un collier gravé au nom d'Echo à côté de celui d'Harper. Mais la véritable fin ne s'est pas produite dans un hôpital, ni en ligne, ni sous le bourdonnement des lumières fluorescentes, elle s'est produite dans le parc, celui-là même où tout a commencé. L'air était frais ce matin-là, le soleil commençait à peine à percer la brume qui s'était déposée comme un souvenir sur l'aire de jeu et les bancs. Rachel était assise sur le même banc de pierre patinée où elle avait autrefois regardé Echo se déchaîner derrière ce portail. Dans ses mains, elle tenait un objet petit et usé, son vieux col militaire, encore intact, la plaque signalétique rayée mais lisible. Harper marchait lentement dans l'herbe, sa démarche encore un peu irrégulière, ses doigts effleurant les têtes de pissenlit à côté d'elle. Echo s'approchait d'elle, pas à pas, la tête basse, les oreilles dressées. Ils n'avaient plus besoin de laisse, leur lien s'étendait, invisible mais indestructible. À un moment donné, Harper se tourna vers le portail. Le métal était toujours là, bien que quelqu'un ait installé une barre de sécurité et repeint. Elle s'en approcha, sans crainte, et posa une petite main sur le fer froid. Echo se tenait à côté d'elle, sans tension, juste vigilant. Puis, comme prévu, Harper se retourna et revint vers Rachel. Echo le suivit. Rachel ouvrit les bras et tous les trois s'assirent ensemble dans l'herbe, le collier sur ses genoux, le poids du souvenir n'étant plus insupportable. Rachel regarda le champ. Parfois, ce qui reste coincé, dit-elle doucement, ce n'est pas seulement un corps, mais un souvenir. Harper appuya sa tête contre le flanc d'Echo, les yeux mi-clos. Et parfois, ajouta Rachel, les yeux brillants, regardant sa fille et le chien qui n'avait jamais cessé de veiller sur elle, un enfant peut le libérer.